C'est un film que je regarde souvent, c'est Demolition Man. Arrête. C'est moi, dit debout. Il n'est pas sorti ces trois coquillages. Je suis bien content que ça vous amuse, mais là où devait y avoir du papier toilette, il y a une sorte d'étagère avec 3 coquillages dessus. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Santé messieurs. Santé. Santé Cyril. Tu m'as manqué, tu sais. Bah oui. Avec les vacances, le Covid, tout ça. Alors aujourd'hui à l'apéro du chef, comme toujours, forcément il y aura beaucoup de passion. Mais aujourd'hui il va y avoir de la sueur, de la transpiration, de l'effort. Alors, c'est pas vraiment notre domaine. Parce qu'on parle pour toi. parce qu'on reçoit André. Et André, je vais te laisser te présenter parce que tu as un parcours tellement incroyable que je ne ferai pas honneur à ton parcours si je devais te présenter. Alors, très bien, merci beaucoup Patrick. Donc, je m'appelle André Bilbilomou, je suis coach sportif et j'ai fait quelques petites courses, si on peut dire. Toute petite. Petite, j'ai couru, là je viens de courir des États-Unis, donc j'ai couru de New York à Los Angeles, André Réunion USA. Il y a 2 ans de ça, j'ai couru de Cherbourg dans le nord de la France, en Normandie jusqu'au Maroc, 3000 km avec un sac à dos de 10 kg. Et donc voilà pour le moment. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se lève et on se dit je vais courir 3000 km avec... il ne peut pas prendre le bus. pétage de câble, j'ai envie de... Voilà, je ne peux pas prendre le train, je ne peux pas prendre le bus. Mais hier en fait, ce qui s'est bien passé quand je suis arrivé à l'entraînement, il n'y avait pas de bus, donc j'ai couru littéralement. Voilà. Mais ce qui m'est arrivé pour ça, c'est-à-dire que je voulais vraiment rendre hommage à mon père, qui est parti du Cameroun dans les années 70, 71, pour arriver en France, pour avoir une meilleure vie tout simplement pour sa famille, quoi, et pour sa future famille et sa famille en Afrique. Et donc je voulais vraiment lui rendre hommage, parce que aussi c'est pour mon père, mais aussi à la plus grande échelle, aussi la migration, parce qu'il y a toujours eu des migrations, que ce soit par rapport aux mouvements politiques, malheureusement, des catastrophes, les cataclysmes, les changements, les guerres, et voilà. Il y en a eu, il y en aura toujours. Donc c'était vraiment pour lui rendre hommage que j'ai voulu faire ces courses. Pour les États-Unis aussi, c'était toujours la fondation, et aussi pour les États-Unis, c'était aussi pour rendre hommage justement les migrations. Beaucoup de gens qui sont venus partis de, comment dire, des gens qui sont arrivés, les colons aussi, et malheureusement c'est l'esclavage. Et pour rendre hommage aussi pour des gens qui sont partis de New York, vous voyez, dans la côte Est, qui est l'Est et autres, qui sont partis vers l'Eldorado, soit que ce soit pour l'Eldorado, soit que ce soit pour les tensions sociales, les gens qui voulaient aller dans l'Ouest et vivre librement, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que tu l'as fait d'Est en Ouest. Et aussi j'étais aussi un très important, j'étais aussi affilié avec l'UNHCR, donc l'USA for UNHCR, donc la Commission des réfugiés des Nations Unies américains, pour lever des fonds, pour donner plus d'accès à l'éducation aux enfants de réfugiés. D'accord. Quel que soit le pays, que ce soit les États-Unis. C'est ça. Vu que c'était en Amérique, c'était bien que ça soit avec les Américains qui... Et d'un point de vue entrepreneurial, parce que c'est quand même l'apéro du chef, on s'était vu dans le cadre d'une émission sportive. Là, c'est plus business. Comment on prépare tout ça? Par rapport au monde de l'entreprise, qu'est-ce que tu as retrouvé? J'ai envie de partir dans un point de vue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations. J'ai beaucoup appris pour la migrante. Donc pendant la migrante, ce que j'avais fait la première course, parce que c'est lié, sans la migrante, j'aurais pas fait l'Amérique. C'est qu'il y a beaucoup, évidemment, il faut beaucoup appeler énormément d'associations, des entreprises, pour chercher des sponsors et tout. Mais il y en a beaucoup, comme si vous n'êtes pas connu, ou malheureusement, qui vont vous dire j'ai pas le temps. Oui d'accord si vous voulez, surtout qu'ils ne vous prennent pas au sérieux, quoi. Ce qu'ils disent, c'est qui ce mec-là, quoi. Donc il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'organisation, faut faire jouer son réseau, parce que j'ai vécu déjà une bonne douzaine d'années en Amérique du Nord, donc je connaissais beaucoup de gens là-bas qui m'ont dit quand tu vas arriver là-bas, tout simplement tiens-nous au courant, plus et autres. Donc je commence à jouer du réseau. J'ai aussi justement un ami ici, Arnaud Barret, que tu viens de rencontrer tout à l'heure, un très bon ami à moi. Quand je lui ai proposé le projet, je lui ai dit qu'écoute, j'ai envie de courir en Amérique.
Et quand, évidemment, quand j'ai dit qu'il a vu que j'étais sérieux, que quand j'avais fait de Cherbourg jusqu'à Rabat, et il m'a dit, ok André, génial, vu qu'il a quand même des contacts ici, on est quand même parti voir des différentes grosses organisations, vu que c'est Genève, hein, c'est le quartier général et autres. Donc on est pu voir le bureau de l'UNHCR, ça s'est très bien passé. Et après le bureau de l'UNHCR, ils ont dit, comme c'est une course qui serait sur le sol américain, ils nous ont mis en contact avec les Américains. Après justement, il y avait Partner Sport Agency qui m'ont, Arnaud, il y a plusieurs membres dedans. Dont Arnaud aussi en fait partie, et tout simplement on s'était mis représentants, on va dire, juridiques pour voir tout ce qui était au niveau aussi on a fait du crowdfunding et gérer toute l'organisation et autres quoi. Parce qu'en fait on voit le coureur mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Ah ça justement, et ça c'est ce que je veux bien mettre en avant parce que c'est bien beau la course mais c'est pas juste la course, parce que justement là-bas il faisait très froid. T'as des images quand tu es arrivé dans le Wyoming. Ah le Wyoming. Mon pauvre. Je voyais les images, j'étais là, je fais mais comment il va tenir? Il arrive en plein temps, enfin le Wyoming, tu vois. Le Wyoming en fait c'est un état qui est à cheval entre le Colorado et l'Utah, et il y a des montagnes mais c'est quand même des hauts plateaux entre 2000 et 2500 mètres d'altitude, donc il y avait des vents à 100 km/h, moins 30, c'est comme l'Antarctique. Hein. Ouais. Et il fait moins 30, moins 40 degrés, vous êtes obligé de porter des masques parce que limite la visibilité, littéralement au rideau, on va dire à 3-4 mètres, vous ne voyez plus rien. Et puis il y a des camions qui arrivent et tout, c'est très dangereux. Hein, dans ce périple, quelles ont été les étapes les plus dures pour toi? Les étapes les plus dures. La fin dans le désert de Mojave, c'était très dur. À New York, c'était aussi dur parce qu'au départ, on n'avait pas non plus, disons, l'organisation et tout, ça avait pas non plus, on n'a pas non plus, il faut dire ce qui est, j'ai pas non plus les sponsors que j'aurais voulu avoir. Et donc j'étais un peu en mode, j'aurais pu toujours au dernier moment, j'aurais pu dire non, j'arrête ou voilà. Mais j'étais à New York et là, je peux vous dire, le jour du départ, c'était le 1er novembre, je dormais chez des amis à Harlem, pardon. Et je sors au Brooklyn Bridge, du côté Brooklyn. Et je me suis dit chez le jour J, je me suis dit là André, qu'est-ce que tu fais quoi. Ouais. Et même on voyait, je faisais des vidéos et tout, dans mon regard, on voyait bien que pas que le visage était, mais on voyait qu'il y avait l'appréhension, mais on va au combat, on va à la guerre quoi. Et, voilà, quoi. Pourtant tu savais, vu que tu avais déjà fait 3000 km, tu savais où tu allais quand même. Un peu quand même, mais l'Amérique, je me suis dit, c'était un peu différent. Et puis il y a eu beaucoup, malheureusement, avec des médias, des choses comme ça. Oui, l'Amérique profonde, il y en a qui étaient un peu... On est en anglais skeptical, un peu sceptique. Ouais, mais bon, après je me suis dit de toute façon il arrivera ce qu'il arrivera et puis j'y vais. Donc le départ il a été quand même compliqué et mentalement, mais après on passe le dessus. Après je dirais qu'il y a eu aussi vraiment il y a eu quelques étapes, mais il y a eu mon pied un jour qui a fait se couper en deux. Ah ouais. Mais certes, c'est sur une journée, donc c'est physique, mais le mental, il va bien, donc ça va. Pour moi, vous direz, mais il est un peu sadomaso, ce gars-là, il aime la douleur ou quoi? Non, pas du tout, c'est juste que le mental, j'avais bien un objectif bien défini, donc ça me permettait de surpasser tout ça. Mais l'endroit où c'était vraiment quand même dur, je veux dire, c'était dans le désert de Mojave, parce qu'en fait, il y avait 2-3 semaines à peu près de ça, je suis sorti du Wyoming avec des vents le glacial et le désert de Mojave. Il faisait déjà, c'était encore au début mars, donc il faisait pas non plus les 50-60 degrés. Mais tu étais déjà à 40. Il faisait déjà les hauts, en anglais on dit high 80 degrees Fahrenheit, bon, les hauts 20 degrés et les bas 30 degrés, donc à peu près 28, 29, 31. Et je me rappelle qu'un jour, et je pense qu'aussi parce qu'il y avait aussi du fait que la fin, et quand la fin elle est là, je pense que tu dois voir, à la fin d'un match ou à la fin de quelque chose, l'adrénaline elle chute un peu. Et j'ai commencé à faire des trucs qui n'étaient pas cohérents du tout. Il y avait un monsieur qui me suivait, Philippe Scow, en plein soleil, parce que dans le désert de Mojave, il y a des grosses vallées, c'est le désert, mais ça monte sur des vingtaines, des dizaines de kilomètres. Ça monte comme ça, c'est des faux plats. Ça monte sur limite sur 30 km, vous voyez. Et donc, tout simplement, à un moment donné, il était midi, je me rappelle, et je commençais limite un peu à perdre la raison, gentiment. J'ai carrément enlevé ma casquette et je commençais à courir. Et le soleil qui me tapait en tête, celui qui était derrière, il disait rien, donc qui était dans la voiture et tout, qui me suivait, Philippe, mais je pense qu'il était vraiment inquiet parce que genre limite, vous en rendez compte, vous êtes en plein désert, vous êtes en montant, vous avez votre casquette, le soleil qui vous tape comme ça en plein, c'est dangereux. Et même je commençais un peu à marcher, à tituber,
Mais après, je sais pas d'où c'est arrivé. Il y a des gens qui sont arrivés, ils sont arrêtés. On a un peu parlé, ça m'a redonné un coup de peps et puis voilà quoi. Ouais, parce que moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans ton aventure, c'est l'interaction avec les Américains. Ah, c'est Déjà magnifique. au début, quand tu avais ton petit chariot qui débarquait, parce il traînait en plus un chariot avec le drapeau américain. Ouais, j'ai vu les- c'était une poussette. Ouais, c'était une poussette. Une poussette quoi. Une poussette. Ah oui hein. Ouais. Comment les Américains ont pris cette aventure? Bah, ils sont très patriotiques les Américains. Et moi personnellement dans l'âme je sens américain, donc je sentais qu'il y avait une connexion avec eux. Donc j'aime beaucoup l'Amérique. Et le fait d'avoir aussi un drapeau américain, on va dire que c'est comme une espèce d'immunité. Parce que le drapeau américain, tu n'y touches pas quoi. C'est American flag. C'était génial, et beaucoup d'interactions, beaucoup de gens, même des gens parce que je commençais à passer là-bas sur des télés locales, là-bas dans les différentes villes comme Indianapolis et autres, et il y a carrément des gens sur l'autoroute, ils klaxonnaient, yeah buddy, donc une interaction superbe. J'ai parlé aussi à plein de lycéens, j'ai parlé à tellement de choses, enfin, je ne vais pas tout dire tout de Bien suite, sûr, mais il y a plein. Ah, bon, c'est rigolo, mais en revenant à Santa Monica, un ami à moi qui aussi fait parler de l'organisation, Jeff Greenwell, je me suis carrément arrêté devant le Booba, je sais pas, Booba, le truc, il m'a acheté ma casquette, il m'a fait un cadeau de la casquette et le t-shirt. J'aurais dû venir avec ça d'ailleurs aujourd'hui. bah C'est dommage. Ouais. Enfin bon, voilà. On a parlé des pires moments, les meilleurs moments dans la course. Des meilleurs moments? Ouais. Les meilleurs y en a moments. eu. Ah oui, mais le truc c'est qu'il y en a eu tellement, donc j'essaye. Le top 5, allez. Voilà, on va dire le top 5. Il y a une histoire qui m'est arrivée, c'était avec un chien. Bah, comme j'étais dans. Non, il m'a pas mordu. Dans l'Ohio, j'ai fait me faire mordre, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est qu'un détail. Okay. Mais en fait, j'ai carrément. Quand je traversais New York, l'Amérique, c'est pas New York partout, c'est très rural. Une fois que vous quittez le Hudson River, vous arrivez dans le New Jersey, Western Jersey, c'est la campagne quoi. Mais bon, j'étais vraiment dépassé ça. J'étais dans la Virginie occidentale, donc c'est une petite partie entre la Pennsylvanie et l'Ohio. Et là, ce qui m'est arrivé, je quitte et tout. Et il y a un chien qui me court après et tout, j'étais un peu là, mais après, bon, c'est pas de souci. Et j'ai fait une erreur. Vous savez, c'est quoi l'erreur? C'est que je lui ai donné un muffin à la myrtille. Et là, dès que je lui ai donné un muffin à la myrtille, il ne m'a plus jamais lâché. Il a fait combien de kilomètres avec toi? Limite, il a fait 12-13 km. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il me suivait pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, j'étais un peu inquiet. Après 10 minutes, j'ai dit bon, je vais appeler quelqu'un parce qu'il est déjà trop loin. J'aurais pu faire ouais, le chien, je le laisse comme ça, tant pis pour lui. Mais j'avais quand même la conscience qui me disait non, André, tu peux pas faire ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vu sur son collier, il avait un collier. Bon, j'ai appelé le vétérinaire. Après, j'ai appelé le dog pound. Après, ils m'ont transféré. Ils peuvent pas. Mais je dis ouais, mais attendez, ce chien-là, ouais, mais on peut rien. Mais ouais, mais je veux pas le laisser comme ça. Je veux dire le chien. Enfin, il faut bien faire quelque chose. Après, j'ai rappelé. Enfin bon, bref, ils m'ont en contact avec le Animal Control. C'est ceux qui contrôlent un officier de police là-bas. Il était de l'autre côté de la rivière, mais dans l'Ohio, à Steubenville. Et de con, ils m'ont dit ok, est-ce que vous pouvez ramener le chien? J'ai fait bon, on y va quoi. Et là, il fallait que je fasse encore un bon 8 km avec le chien quand même. Et là, le chien, il commençait à me taper des scènes. Je fais oh là là, il me tapait des scènes. Il me faisait des scènes en mode, il commençait, parce qu'il avait peur un peu. Mais... Donc en fait, moi, le chien et moi, on a développé comme une complicité, mais vraiment comme dans des films, vraiment une complicité. Souvent, les animaux, ils sentent, hein. Ils sentent les choses. Donc j'avais une espèce sur ma poussette que j'avais, ma petite chariote, j'avais une espèce de laisse, mais même pas une laisse, mais une corde. Donc je le traînais, enfin je le portais un peu, et des fois il était têtu, donc je le traînais. Et après je me suis dit, ouais, ça se trouve, ils vont croire que. Ils vont appeler la police parce qu'ils vont croire que je maltraite le chien ou quoi, mais dans la tête, vous voyez, il y a plein d'images. T'as plein de scénarios qui te passent. Après, j'ai dit non, tranquille, bon, rien se passait, c'est une bonne chose. Et à un moment donné, on traverse, je porte le chien et tout, mais les chiens ils sentent. Et à un moment, on était au-dessus de la rivière l'Ohio, c'était un gros pont suspendu à 20 mètres au niveau du fleuve. Et c'était un espèce de pont suspendu, mais métallique, donc on arrive à voir à travers. Et là, le chien au milieu, il commence mais je vois vraiment qu'il était pas bien, il bouge plus, il s'est figé, il était là, et il commence à faire des bruits. Et moi, alors, je me suis mis au milieu du pont, je lui ai parlé, moi aussi j'ai peur et tout. Et le chien, je peux vous garantir qu'il m'a écouté, il a senti que il m'a écouté. Et j'ai pris le chien, et après on est arrivé au police department, la fire police station, au commissariat. Et ils ont vu, ils étaient contents, et puis voilà quoi. Donc ça, c'était une superbe histoire. Et il y en a eu plein d'autres aussi, une grosse histoire, une chose pas mal, c'était avec le monsieur, je commençais à donner des conférences, enfin dans des congrégations là-bas et tout. Et un jour, c'est un dimanche après-midi, enfin dimanche soir, après il y a un couple qui vient me voir, parce que je dormais beaucoup chez des gens et autres.
Et après, le couple vient me voir et dit mais comment vous allez faire pour traverser en anglais on dit la Continental Divide. Donc c'est la divisière des plaques en fait. Vous voyez, c'est où il y a les plaques tectoniques qui se divisent. Et ils ont fait le calcul. Si vous faites en moyenne à peu près 300-320 km par semaine, mais vous serez au mois de février, vous serez au Wyoming dans le mois de février. Ils m'ont dit, mais c'est du suicide. Ils m'ont dit, c'est du suicide. Pourquoi ils t'ont dit ça? Ouais. Et après, le monsieur m'a dit, bah, écoutez, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Bah, bon, voilà, il est parti, il était prêt. C'était un ancien qui était dans les forces de l'ordre et tout, donc s'il connaissait bien. Allez, André, je vais te faire la caravane jusqu'à Los Angeles. Et là, j'ai fait sans blague, quoi. Et c'est vraiment. Il m'a accompagné. Il m'a accompagné de Topeka, Kansas, jusqu'à Los Angeles. Waouh. Et, parce que tu aurais fait comment au Wyoming sans lui? Moi, dans ma tête, j'aurais dit, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aussi au début, des bons amis à moi qui disaient ouais, take the southern route, tu devrais passer par les États, couper le Kansas, l'Oklahoma, le western Texas et autres. Mais j'ai dit non. Les gens, les pionniers, ils sont passés par le Wyoming et moi je passais par le. J'étais complètement. Tu vas pas me détrôner de ce que je vais faire, quoi. Enfin, me défaire de ce que je vais faire. Et donc, du coup, à un moment, c'est comme devenu mon père. Enfin, je veux dire, mon père adoptif, my native American dad, parce qu'il a aussi des ancêtres d'Amérique, d'Indien d'Amérique. Et on arrivait chez les gens, il était aussi un ancien magicien, on faisait aussi des petites séries traditionnelles et tout. Moi je parlais de mon histoire, c'était un duo génial. Ouais. Je parle même que c'était un peu comme Django parce que même j'en mettrais un peu, mais il m'a appris à... Bon c'est l'Amérique, hein, moi c'est mon passe-temps, il m'a appris à tirer avec des armes à feu et tout. Donc c'est vraiment comme dans Django un peu. C'était drôle mais c'était notre moment à nous, quoi. C'était comme père et fils, c'était vraiment génial. Et à un moment on a carrément aussi ce qu'il faisait, je me suis dit, on cherchait toujours au niveau business, au niveau... Enfin, il faut faire connaître le truc. Je me dis, je ne ferai plus des courses comme ça. Enfin, mettons, c'est la stabilité. Je veux plus, même si j'ai des projets, mais et pendant que j'étais dans la course, il faut vraiment que je fasse, faut qu'on fasse quelque chose. Il faut que ça prenne plus d'ampleur. Je veux dire, c'est pas possible. Donc, on s'est carrément mis l'idée. On a carrément contacté des écoles. J'ai commencé à parler dans des écoles, dans le Kansas, à faire des entrées de matchs de basket. En 2 heures, il a appelé. C'était une ville, on était à Goodland dans le Kansas, c'était juste avant qu'on traverse pour aller dans le Colorado. Et là, il appelle super, parce que si lui, c'est un ancien businessman et tout. Il est même allé à l'école avec Robin Williams à l'époque. Hein. Okay. Et c'est quelqu'un qui est il a la tchatch, quoi. Et on a un coureur, extreme runner here, un coureur de l'extrême, French international. Il vient. Est-ce qu'il voudrait vraiment inspirer les petits jeunes, comment dire, du lycée et autres, parler de son expérience. C'est ça qui est beau aux États-Unis, c'est que ils t'ont dit yes, quoi. Ouais, ils n'ont pas dit yes but, mais c'est compliqué, c'est yes. Ils ont dit yes et littéralement en 2 heures et ça a changé, c'est-à-dire qu'en 18 heures j'ai parlé à 1000 personnes. Donc j'ai parlé à l'université là-bas, au college. J'ai parlé à d'ailleurs un champion un semi-marathon, il fait des marathons, je crois, un semi-marathon 1h02. J'ai parlé à un auditorium de lycée. Au début, je crois que c'était un petit assemblée de 30-40 personnes. Je vais aux toilettes. Et je vois comment les gens y rentrent. Et après, je vois, ils étaient au moins 500 dans le truc. 400, 500. Et je fais. Et j'ai déjà fait les conférences, mais quand on vous prend sur le tas comme ça, j'étais un peu. Ah ouais, quoi, mais. Mais ici, on te dit oui, ah ouais, génial, les machins et tout. Bah alors, on y va. Bah, alors, ça va être un peu compliqué. Non, mais c'est ça. Mais ce qu'on va faire, mais non, mais en fait, machin. Et puis j'ai piscine. Eux, ils y font, quoi. Ouais, c'est direct, ils ont dit. Et puis ils trouvent les moyens de le faire, tu vois. Ils mobilisent les gens. Et tout de suite. Et même le soir même, pour l'entrée, j'ai couru avec l'équipe de cross-country de Goodland. Et après, à Fort Collins, j'ai carrément. J'ai dormi, on a dormi chez des gens, on s'est éclaté. J'ai même parlé au Capitole de l'Utah là-bas. J'ai fait un speech là-bas. Oui, donc, grâce à cette aventure, tu étais coach sportif, coureur. Est-ce que tu es devenu conférencier ou est-ce que tu l'étais déjà à la base? Non. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais coach sportif, comme je parlais avec Cyril tout à l'heure, c'est que coach sportif, en tant que coach sportif, on croit qu'on a un diplôme. Mais coach sportif, c'est pas juste à ton diplôme, et voilà, parce que la clientèle, il faut que tu la trouves, parce qu'il n'y a personne qui la trouvera à ta place. Donc justement, en travaillant ici, un très bon formateur que j'avais avant, il m'a beaucoup aimé, et moi j'ai aussi beaucoup la mérité du go-getter, et j'ai commencé à développer des outils. Et aussi ce qui s'est passé plus tard, j'ai aussi travaillé beaucoup dans les bateaux de croisière et tout, mais dans les bateaux de croisière, ce qu'on croit que les coachs, non, c'est pas juste tu vas être en vacances et quand le bateau il va débarquer aux Bahamas ou dans les trucs, non, tu vas rester 15 heures sur le bateau, tu vas faire des conférences, des séminaires, tu as le manager qui est toi 24 heures sur 24. You have to hit your target, faut les ventes. Si tu as les ventes, I'm your best friend. Si tu n'as pas les ventes,
C'est très comme ça. Et ce qui est génial, c'est que j'ai développé un petit aspect, un peu de conférence tous, que je faisais des conférences, mais bon, à l'avant, c'était pour vendre quelque chose. J'ai un peu d'expérience, mais ça a renforcé. C'est pour ça qu'avec ça, et avec ce que j'ai traversé aux États-Unis, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant de tout simplement d'inspirer les gens, d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Comment, pourquoi, c'est quoi votre crédibilité ou comment vous pouvez m'aider. Moi, j'ai développé, je peux vraiment vous aider à atteindre vos objectifs pour vous booster dans votre entreprise. Parce que je l'ai fait pour moi. Parce que justement, moi, j'ai développé des outils mentaux qui m'ont permis de courir, mais pas seulement courir, mais aussi l'organisation. Ouais. Et justement, l'organisation, c'est, vous voyez, je peux vous transmettre ça et moi, j'en suis garanti que si vous faites ce qu'il faut, que vous pouvez atteindre vos objectifs aussi. Super. Au niveau fitness pur, athlétisme, c'est combien de calories bouffées par jour? Dans la course, le rire nerveux. J'ai dépensé limite des fois des 7000 calories, 8000, je crois des fois j'en ai fait 10 000 parce qu'un jour j'ai couru pendant 14 heures. 14 heures, c'était dans la Pennsylvanie, dans les Appalaches, la température était négative, c'était horrible, c'était un bon rythme. Mais 7-8 000, on va dire, 7-8 000 calories en moyenne. Ouais. Avec ça, donc c'est un bon petit déjeuner, un bon petit déjeuner, un big breakfast, un bon breakfast. Un truc qui tient et qui donne de l'énergie. Et aussi un bon repas du soir. Et entre deux, c'est les munches. Quand je dis munches, c'est tout ce qui est, il faut du fuel. Okay. Il faut des encas, il faut brûler, quoi. Il faut du kérosène, du carburant. Okay. Concrètement, tu courais combien de jours par semaine? 6 jours. Okay. 6 jours. Dimanche, je courais pas. Mon jour de repos. Des fois, pour Halloween, non, Halloween c'était encore New York. Pour Thanksgiving, tu cours pas et tu manges. Tu manges. Thanksgiving, Noël aussi. J'ai eu quelques jours parce que je suis tombé un tout petit peu malade. J'ai eu une calcification au pied gauche, pardon. Parce que le fait de courir, c'est des anomalies qui se déclenchent, des choses, donc j'ai dû… Physiquement, c'est pas normal de courir. Oui, bien sûr que non. Et je suis tombé un peu malade dans le Wyoming, un tout petit peu, une espèce de fièvre. C'était pas le Covid, je préfère dire. Mais j'étais tombé malade. Et puis voilà. Donc c'est quasiment 50 bornes par jour, si je trouve ça. C'était 53 km à peu près. C'est là que tu t'es transformé en machine de guerre, parce que j'ai vu tes exercices comme en mode Rambo. Rambo, il vient d'Arizona, pour reprendre les muscles que tu avais perdus. Mais mais ce qui se passe en Arizona, je me suis entraîné un tout petit peu, mais je profitais, je commençais un peu à toucher au poids, à la fente et tout, mais j'étais vraiment plus tranquille, on va dire. C'est quand je suis revenu en France après le Covid, quand je suis rentré le 5 avril de Los Angeles, que je suis retourné en Normandie, parce que j'étais chez ma mère pour le moment, et j'ai commencé, là je me suis transformé, je me suis dit voilà, et en 6 semaines, ce qui est intéressant, c'est que même au niveau physiologique ou physique, parce que j'ai pas pris de produits, pas de stéroïdes ou rien, naturellement, et d'ailleurs j'ai même arrêté de manger de la viande, et que je prenais carrément aussi des protéines véganes et tout. Mais littéralement, j'ai développé avec des balais, des machins, des seaux d'arrosage, des bidons, des trucs. J'ai fait ma petite salle de sport. La Jackie Chan dans ses premiers films, c'est ça. Ce que tu te débrouilles, ce que tu trouves, parce qu'il n'y avait pas la salle, il était fermé. Quand on était dans le Bronx, c'est tout, il y a un film. Et justement ça, en 6 semaines et demie, j'ai pris 14-15 kilos. Non, mais moi j'ai vu ta transformation. Je suis mais le mec. Ouais, mais justement, tu te mettais. Je te commentais toujours. 6 jours sur 7, Ah non, là c'était 5 jours. Ah non, là, attends. Non, mais je voyais. J'y allais, voilà. What's next? What's next, c'est… What's next? Là, la chose, c'est que je vais commencer à travailler demain à Zermatt en tant que coach sportif. Okay. Voilà. Et mes ambitions à long terme, c'est-à-dire que j'ai envie de développer, comme j'en ai parlé brièvement, un concept de coaching mental et de coaching physique par rapport, comme je dis, à l'iceberg, où ce que tout simplement j'ai envie d'aider les gens justement à les booster, à atteindre leurs objectifs. Comment? Grâce à quelqu'un qui a mis des outils en place pour faire ce que j'ai fait et pour le convertir dans leur milieu. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros potentiel à ça. Bien sûr, un business, quelque chose comme ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pas le jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bonnes possibilités où ce que je vais. La dame où je suis là-bas, elle est très ouverte d'esprit, sinon on ne serait pas collé.
Parce que moi, me connaissant et tout, aussi à la fois je veux la stabilité, donc c'est très important, mais à la fois aussi je veux continuer les projets. Donc il y a ça à long terme. Et ce que je fais, c'est-à-dire que je fais j'ai comme petit défi de faire, même toujours pour une cause, faire une course. Pas comme ça, parce que de toute façon ça prend du temps, mais tous les 2 mois, faire une course. Ok. Une petite course, enfin, quand je dis une petite course pour une cause, Ouais, comme là, 200 km. Attends, juste pour remettre les choses en perspective, 53 km par jour, c'est plus qu'un marathon par jour. Ouais. C'est-à-dire qu'il a couru plus de 6 marathons par jour, par semaine. Ouais. Enfin, je veux dire, concrètement, ce qu'on... Ouais, beaucoup de milieu du trail et puis marathon, ultramarathon. Moi j'ai un oncle qui était ultramarathon. Ouais, les traîneurs. Concrètement, en fait, quand on prépare un marathon, un marathonien, quand il prépare des marathons, il va en courir 2 ou 3 par an. Ouais. Par an, parce que toutes les phases de récupération. Ouais, ça prend du temps, c'est traumatisant. Et là, oui, c'est hyper traumatisant. Là, il faisait ça, il fait même plus, c'est 10 bornes de plus qu'un marathon, c'est 42 km. Un marathon par jour. 6 par semaine. Plus d'un marathon. Des fois, quand tu passes la ligne d'arrivée du marathon, il va encore en courant à l'hôtel. Il va encore les 10 bornes de plus pour aller en courant à l'hôtel. Donc, juste mettre ça en perspective, ça paraît juste. Voilà, donc de dire je vais vous aider à atteindre vos objectifs. Quand tu vois où lui il est né et il les atteint, normalement nos objectifs à nous ils sont tous un peu plus atteignables. Ouais, c'est ça, c'est la motivation. Mais c'est exactement ça, je suis là pour. Je veux pas dire que je suis pour un motivateur, parce que les gens se motivent, mais ce que je veux dire, c'est que je suis un outil, quand je peux me servir de les outils que j'ai pour les aider à atteindre leurs objectifs. Regardez ce que. Et du coup, ce que tu as fait, ça leur fait pas genre ils disent ouais mais celui-là il va faire que pour les athlètes de haut niveau, c'est tellement incroyable que moi à mon petit niveau je vais pas l'intéresser. Oui, enfin les gens directement ils vont se Voilà, mettre ça, non mais bien. tu me fais peur. Non ouais, mais après ce que je fais, c'est-à-dire que je m'adapte. Comme là j'ai parlé à des écoles et comme là par exemple j'ai commencé à développer l'activité, j'ai eu quelques clients, j'ai une cliente aux États-Unis. Je ne veux pas dire son nom parce que souvent, voilà, confidentialité, mais elle, rien à voir, mais elle veut carrément ouvrir comment dire, un centre pour les femmes battues et enfin les femmes abusées malheureusement avec leurs enfants. Donc tu vois, pourtant ça n'a complètement rien à voir, mais c'est les outils, comment je suis en train de convertir ça. Et du sportif au traumatisme, quoi. Enfin, aux gens traumatisés. Et c'est pour ça que par exemple cette dame-là, déjà là, elle a fait déjà beaucoup de progrès, il y a beaucoup de choses qu'elle a déjà mis en place. C'est bien le coaching sportif, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus important. Le coaching c'est la partie visible de l'iceberg, et le submerger, tout ce qui est le mental, c'est plus important. Parce que même moi sans le mental, j'aurais pas pu faire ce que j'aurais fait, c'est impossible. Parce que limite des fois je pleurais autre et j'ai fait même aussi un moment, pour revenir à un moment compliqué, c'est que dans le Colorado, c'était un samedi matin, j'ai été fatigué et je commençais vraiment à gagner en altitude aussi. Et j'ai eu quelques soucis au niveau de ça, mais à un moment donné je cours. Et il y avait la neige et là, boum, je tombe par terre. Je suis pas tombé dans les pommes, mais le corps est fait. C'est le corps qui a dit stop, quoi. Et j'étais carrément allongé un peu dans la neige, il fait beaucoup de neige, mais c'est pas cohérent de faire ça, en plus il faisait froid dehors. Mais voilà, dire que la vision, le truc. T'as eu le mal des montagnes, ce fameux mal qui t'a. Non, parce que j'étais pas non plus à 11 000 pieds ou j'étais pas non plus à 4 000 mètres, mais c'était la fatigue, j'étais fatigué. Parce que après 11 km ça m'arrivait. Après Philippe il était venu, il m'a parlé, Phil il s'est relevé, enfin il m'a dit André, il m'a parlé, et puis lui aussi il pouvait pas non, il m'aidait et tout, m'inspirait. Mais il pouvait pas, imagine si je dis j'arrête, il peut pas dire bah non je peux pas arrêter parce qu'il est en mode ce qu'il fait oui, c'est moi le seul, si je peux me permettre le seul juge. Mais il m'a parlé, on a un peu reparlé, mis les choses en place et. Il peut juste te rappeler pourquoi tu le fais. Voilà, c'est ça. Il ne peut pas te dire arrête, il peut te dire rappelle-toi pourquoi tu le fais. Ouais. Et une fois que tu te rappelles ça, voilà. Et c'est finalement ce que fait un coach sportif. Rappelle-toi pourquoi tu es là. En fait, il a trouvé les mots pour que tu repartes. C'est ça, et puis après j'ai fait ça, et après ça, le bouton la switch on, et puis j'ai fait, et ces journées-là j'ai fait 47 km quoi. Voilà. Si on parlait un petit peu plus d'André maintenant, on fait son portrait. T'as déjà eu droit au portrait chinois? Non, mais je suis intéressé à savoir ça. Je vais te poser des questions et puis tu le réponds comme tu as envie, parce que des fois la question elle est bien et puis des fois elle est. Non, mais il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert d'esprit de toute façon. Première question, toujours la même, comment on devient chef? Comment on devient chef? Ouais. Il faut avoir une vision, il faut avoir un objectif et tu deviens le chef de ta vie en fait. Parce que, je sais pas si. C'est ce que je pense. Voilà. Non, mais c'est une excellente réponse.
André, le matin, sous la douche, qu'est-ce qu'il se dit et après, qu'est-ce qu'il chante? Je chante, je pense à mon objectif, je chante, je me répète un peu, en anglais on dit le business model canvas, et je le lis, et je pense à mon objectif, je pense que vraiment il faut d'inspirer les gens, que je suis un outil, toujours l'humilité, je pense toujours à l'humilité, parce que faut être sûr de soi dans un côté, mais il faut être humble, parce qu'il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Donc c'est vraiment... J'essaie toujours de devenir humble, pas se rabaisser, c'est pas ça que je veux dire, il y a une différence, mais penser à mon objectif et que tu as encore des gens à aider, à inspirer, et c'est ça qui me... Quand j'ai des coups de mou, parce que j'en ai, voilà. On en a tous. On en a tous, sinon voilà. Mais c'est ce qui m'aide justement à, voilà André, pense à ta mission. Moi je pense que c'est ma mission ici-bas, d'essayer d'inspirer les gens comme je peux. Durant la course, Ouais. c'était plus Eyes of the Tiger ou I Will Survive? C'était les deux, tiens. C'était les deux, Des hein. fois, ça faisait hop, hop, hop. Des fois, quand je courais dans le Colorado, dans le Kansas, il y avait une pluie, mais j'ai fait attraper la pneumonie. Enfin, ça, c'est une autre, mais bon. Je dis ça normal comme ça. Mais à un moment donné, dans le Kansas, il y avait une pluie torrentielle. Quand on vous dit quand il pleut dans le Kansas, c'est comme s'il y a des seaux d'eau. Ouais, c'est ça. Et il a tellement plu, des fois il pleuvait tellement, j'étais comme ça, j'ai fait 56 km ce jour-là, mais il y avait une télé qui m'attendait à la fin, donc j'étais un peu motivé. Et même sous la pluie, je passais des appels, where are you? Can you make it to 7 p.m. at the Kansas State Capitol? J'étais comme, yes, I'm on the rain, but you know what, I'm gonna make it. Et j'étais, je poussais le chariot, faut y arriver. Ah, voilà quoi, donc c'était les deux, c'est un peu Eye of the Tiger et les deux. Ça, des fois ça vient, c'est je suis là, je suis pas là. Voilà, c'est ça. Ok. Un livre qui t'a inspiré? Un livre qui m'a inspiré, des livres qui m'ont inspiré, il y a Think and Grow Rich, Penser devenir riche, par Napoleon Hill. Ok. Il m'a beaucoup inspiré ce livre-là parce que d'ailleurs, c'est que ce livre-là, c'est quand j'ai commencé à travailler ici en Suisse, mon ancien employeur, il m'a inspiré ce livre-là. Et ce livre-là, moi je lis pas beaucoup de livres. Je suis pas quelqu'un qui va lire des centaines de livres. Mais le livre que je veux lire très lentement. Je vais lire au moins 10 pages par heure. C'est long, 10 pages par heure. Mais quand je lis, pardon ? Tu vas le disséquer vraiment. Je vais le disséquer et j'analyse. Et j'ai pratiqué. Après, j'ai lu d'autres livres comme un mentor comme Anthony Robbins, comme Unlimited Power. Tony Robbins. Ouais, c'est ça. Tony Robbins, c'est ça. Voilà, il y a des livres comme ça et c'est la puissance du subconscious mind, la law of attraction, le conscient et le subconscient des livres-là. Mais c'est vrai. Et c'est comme ça que j'arrivais, avec mon humble expérience, à faire ce que j'ai pu faire. Donc c'est vraiment le premier livre qui a été déclencheur, c'était Think and Grow Rich. Et j'ai même écouté les BO, enfin c'est des histoires, mais excusez-moi du terme, mais comme on dit en France, il ne faut pas lâcher le steak, quoi. Faut y aller, quoi. Faut y aller, quoi. Faut être tenace et y aller. Un athlète qui t'inspire? Un athlète qui m'inspire? Un film qui m'inspire, je peux dire ça. Un athlète. Le film, il va suivre, donc prépare-toi déjà. L'athlète, oui, bien sûr. Un athlète qui m'inspire. Très bonne question. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Parce que Mohamed Ali, je pense que c'était pas quelqu'un qui y allait, mais c'était pas juste en mode y aller, il encaissait. Quelqu'un, même aussi, c'est un activiste aussi, hein, donc il y a eu plusieurs causes. Mohamed Ali, je pense que c'était vraiment quelqu'un qui m'a bien. Aussi Michael Jordan aussi. Michael Jordan, pourquoi Michael Jordan? Parce qu'il faut voir que Michael Jordan, c'est qu'il a commencé. Il était à l'école, il était vieux, il dit ouais, mais tu vas pas y arriver. Mais il se levait 4 h du matin, shoot. Et même il est arrivé au match, je crois que c'était un match qualificatoire. Non, machin, il pleurait, mais comment je veux faire? Il n'arrivait pas, mais il lâchait pas, quoi. Ouais. Et il a retourné l'année prochaine, il a percé. Et maintenant, Michael Jordan, il avait été coupé par son high school. Exactement. Il avait été coupé par l'équipe de high school parce qu'il n'était pas assez bon. Voilà, et il a dû pratiquer, donc il est revenu pratique. Et il y est arrivé. Maintenant, un film qui t'inspire? Film qui m'inspire. Moi, j'aime beaucoup les films de Sylvester Stallone. I'm a big fan, I'm sorry. Et il y a plusieurs films, mais un film que j'aime beaucoup, c'est un film qui s'appelle Daylight. Oh, oui, le pompier.
Ouais, enfin quand... Quand il est. Oui. ouais. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, ça représente la vie, pour moi, ce film-là. C'est que les gens, ils sont tous tranquilles dans leur train, machin, enfin dans leur train de vie. L'autre, à un moment donné, il y a un acteur qui croit que... Enfin, un acteur là qui croit qu'il est champion du monde, ben, il est un peu... bon, C'est voilà. lui qui dit je vais y arriver tout seul. Voilà, je vais sortir. alors qu'il y a un truc qui lui tombe dessus, enfin, il se fait écraser comme une crêpe. Et humble, et tu vois comment, à travers le film, il y a des épreuves et des épreuves et des épreuves. Et quand tu arrives à ton objectif, c'est comme ça. Tu as des épreuves qui viennent, là, et tu crois que ça finit. Et à un moment donné, ils ont réussi à stabiliser l'eau qui monte. Mais là, il y a un truc qui explose encore. Et l'eau monte. Mais comment on va faire après? Ouais, il faut nager sous un passage souterrain. Mais comme l'eau, elle est à 4 degrés. Enfin, c'est... Et même lui, enfin... Et on voit lui, comment... c'est un beautiful loser à la base du film parce qu'il était pompier qui se fait virer. Il se Ouais, retrouve c'est ça, taxi, c'est ça. Et alors, ouais. c'est lui que, même il voit quand il y a l'opportunité de se racheter, il est prêt. Bah écoute, si je veux sacrifier ma vie, je vais y aller, on y va, quoi. Et j'aime beaucoup ce film-là parce que les gens, ils passent par des trucs extrêmes. Et même quand il arrive à mettre les gens hors de son truc, et ben il est là et bon, bah écoute, si je dois y rester, j'y reste. Mais, et à la fin, mais il craque. Mais ça, c'est au moment qu'il craque ou c'est au moment qu'il arrive. C'est juste au moment clé où c'est comme quand dans la vie on essaie de persévérer, on voit souvent des vidéos ou des photos qu'il y a quelqu'un, il y a deux galeries, il y a un mec qui creuse, il se décourage alors qu'il y a la mine d'or, la mine de diamants, elle est jusque là. Et lui, il craque, mais il se remet, il fait exploser le toit du tunnel et puis j'aime beaucoup ce film-là. Et ce film-là, même les bandes originales de ce film-là, je les ai écoutées pendant la course et tout. Après, il y a plein d'autres trucs à Gladiator et tout, mais moi, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, quoi. Oh, bah, Stallone, un film que je regarde souvent, c'est Demolition Man. Arrête. C'est moi dit debout. Il n'est pas sorti ces 3 coquillages. Ce film-là, quand j'étais petit, je suis désolé, mais c'est un de mes films préférés. Ah mais moi ça reste. J'ai J'ai mis, redécouvert pendant. Mes cheveux blonds, mais je me suis carrément, moi je jouais le méchant, enfin des amis et tout. J'avais pour Halloween, je m'étais déguisé, enfin j'avais coupé mes cheveux là, coupe carré, les cheveux blonds. Et Demolition Man, je l'ai regardé au moins 150 fois, 200 fois, même voire plus, quoi. J'ai repris plaisir à le voir il y a dernièrement. Puis mon joueur préféré après Jordan, c'était Dennis Rodman. À un moment, c'était sûrement Demolition Man. La question poil à gratter. Si on te donne le choix, et pour passer une nuit torride, tu préfères une femme vraiment moche ou un mec vraiment beau? Je peux en parler. Voilà. J'ai d'autres points de vue sur ces choses-là. Après, je respecte mais non, c'est. Tu restes tout seul. Je reste tout seul. Voilà. Ouais. Et au contraire, tu as le choix de passer une belle nuit à refaire le monde. Ce serait qui ton top 3 des personnes avec qui tu aimerais faire ça? Passer une soirée à refaire le monde, célébrité ou pas? Morte ou vivante? Ouais. En plus. Malcolm X, John F. Kennedy et Coluche. Okay. Et dans les vivants? Ils ont tous rendu là. Nelson Mandela, il est décédé il n'y a pas longtemps, mais dans les vivants, il y a. T'as des jeunes qui t'inspirent aujourd'hui? Des jeunes, la jeune génération des jeunes, c'est-à-dire vers quel âge à peu près? Vivants, quoi, déjà. 25 ans, tu as des youtubeurs, des instagrammeurs. Tony Robbins, qu'on vient d'en parler. Il est jeune? Je vois pas qui c'est. Ouais, il est. 70 ans, je crois. Il est pas tout jeune, parce qu'il a commencé. Il est grand en plus. Il est immense. Il y a Tony Robbins, qui d'autre j'aimerais bien rencontrer Sylvester Stallone, tiens, parce qu'il a un parcours de. Voilà. Tu sais que c'est un artiste, peintre. Sylvester Stallone. Il vend ses toiles, se vendent. Il est dans les plus belles galeries de. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Stallone ou est-ce que c'est son art? Ça, peut y avoir débat, mais c'est un artiste peintre reconnu. Les premiers films qu'il a réalisés. C'était quoi son film? Staying Alive. Avec John Travolta. Stallone. Et tu le vois vite fait apparaître. Tu vois un moment, tu vois apparaître. Il était tout. Les barbus, tu le vois juste apparaître. Quand tu vois le film et que tu vois Stallone, tu te dis non, mais c'est quoi la corrélation? Si tu le croises, appelle-moi, je viens aussi. C'est clair. Il y avait aussi qui d'autre, je pense. Arnold Schwarzenegger, ces mecs-là, c'est des icônes. Mais je veux dire, c'est pas. Motivation. C'est. Motivation de speech. Arnold Schwarzenegger sur YouTube et tu vas voir ce que ça veut dire la motivation. Mais c'est ça, et c'est justement ce que j'essaie maintenant de faire. Et dans un de ses speeches,
il décrit en fait ce que tu peux faire dans une journée et il dit ouais, tu dors 6 heures, un truc comme ça et tout. Et là il dit ouais, je vois dans la salle il y a des gens qui disent ouais mais moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil, dors plus vite, sleep faster. Un peu plus personnel. Tu croises l'adolescent que tu étais à 14, 15, 16 ans, qu'est-ce que tu lui dis? L'adolescent que j'étais. Que tu étais. Ton toi à 16 ans par exemple, tu le croises là? J'étais vraiment. C'était pas facile, hein. Enfin, je suis pas là pour les détails, mais je lui dirais quoi? Je lui dirais t'as une mission à accomplir, André. T'as des choses qui t'attendent. T'as des choses qui t'attendent, prépare-toi. Parce que, Et le jeune entrepreneur qui te regarde, ou homme ou femme, qu'est-ce que tu lui dis? ne lâchez jamais vos objectifs. Il faut jamais lâcher. Bon, c'est peut-être cliché, mais c'est la vérité. Parce que c'est pas cliché en fait, parce que c'est la vérité, quoi. Faut pas lâcher des objectifs. Quand tu as un rêve, ne lâche jamais les objectifs. Tu vas avoir beaucoup de gens, oui, mais machin, mais tu sais, ils l'ont déjà fait, mais ça, mais fais-le. Ne lâchez jamais les objectifs. Toujours croire en ses rêves. Travailler dur pour son talent. On peut tous avoir des talents, mais si tu n'as pas de persévérance, de travail derrière. Et aussi, il y a une chose qu'on dit, le travailler dur. C'est bien beau de travailler dur, mais si tu travailles dur dans le vent, ça sera dans le vent. Travailler dur vers son objectif. Voilà. C'est quoi une belle soirée pour André? C'est être avec mes amis. J'ai des très très bons amis, c'est comme mes frères, c'est comme la famille. Avec des amis ou même la famille, et passer des moments simples. Parce que vous savez, en fait, je ne suis pas pessimiste, c'est pas ça du tout ce que je dis, mais on ne sait pas quand on va partir. Parce qu'on n'est pas éternel ici-bas, vous voyez. Et il faut profiter des choses simples. Moi, mon objectif, c'est vraiment, le but, c'est d'avoir un chalet dans les montagnes, et certes avec le travail et tout, et profiter des moments simples. Ils viennent en vacances. Parler de la permaculture, ces choses-là, du bon fonctionnement de la planète. Voilà quoi, c'est tout ça, des moments simples en fait. Entre amis et partager du bon moment et voilà. Non, c'est un très beau. Moi, tout ce qui est un peu bling bling et tout, ça m'intéresse pas. J'étais un peu comme ça avant, hein. Mais ça m'intéresse plus parce que ça sert à rien quoi en fait. Je pense qu'on a des périodes dans la vie. Oui, c'est ça aussi, voilà, bien sûr, c'est comme ça. Il y a la sagesse. Il paraît que c'est le début de la sagesse. Si tu étais un mot de la fin de cette interview. À la fin? Le mot de la fin de cette interview. Chase your worthy cause. Chassez, enfin vous traquez votre noble cause. Super. Santé. Merci.